Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur. Nous sommes animés par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 9 juin 2022. Et comme vous êtes à même de le constater, ce soir, je ne suis pas seul. Et je m'en réjouis. J'ai un invité, Jean Laberge, qui vient de publier son plus récent livre, Le Recycleur, l'histoire de Rod Terminator, publié aux éditions Le Lys Bleu. Alors, je vais vous présenter brièvement Jean Laberge, qui est un professeur de philo. Un ex-professeur. Professeur de philo à la retraite. Voilà. Voilà. Excuse-moi. À la retraite, qui a publié plusieurs ouvrages. Des essais. Combien? Oh, 5-6 essais, là. Publié chez Libert, entre autres. Oui. La question de l'excellence de la vertu. Et ensuite, j'ai publié en 2012 Le Carré vert, Ouais, lors de la grève étudiante. Hein? La guerre étudiante? Non, la grève étudiante. Pardon. Excuse-moi, la grève sociale étudiante. D'accord. OK. Pour ceux qui sont, pour mes amis européens qui écoutent de temps à autre mes vidéos, les carrés verts étaient en opposition avec les carrés rouges, qui eux réclamaient la gratuité scolaire pour tous, qui était en fait un prétexte pour un vaste mouvement social qui a duré plusieurs semaines, qui a mobilisé des centaines de milliers de gens, de personnes, opposés au gouvernement libéral de Jean Charest, mais il y avait des opposants au sein de ce mouvement qui se présentaient Avec le Carré vert. avec le carré vert. Et Jean allait, on peut le dire, contre... La vaste majorité du mouvement. et dont pratiquement tous tes collègues Oui, au cégep, c'est ça. qui étaient de fervents partisans carré rouge. Dont j'étais également, Jean, Oui. tu le sais. Hein? Oui. Et ça vaut pour tous les cégeps. Hein. Oui. Donc, c'est le Carré rouge qui triomphait. Et nous étions peu nombreux à défendre une position plus, en guillemets, de droite, conservatrice. Hein. Les étudiants doivent pouvoir payer eux-mêmes leur étude. Hein. Ça, c'était fondamental. Être responsable. Là, faut que tu regardes la caméra. Parce que moi, je suis déjà responsable. Je suis convaincu de ça. Ouais. Alors, c'est ça. Alors, c'est quand même un livre qui était important pour moi, puisque ça a commencé. C'était le début de la fin pour moi au cégep. Puisqu'en 2018, la direction du collège m'a gentiment là, ouvert la porte pour le congédiement. Une démission suggérée. Une démission... J'avais pas le choix. J'avais pas le D'accord, choix de la d'accord. démission, puisque sinon c'était des procédures qui menaient là, à peut-être 3 ans de recherche, de procès pour... c'est ça. Et Mais donc, moi, j'avais pas, pendant ces 3 années-là, je n'avais pas de revenus. Alors donc, Mais j'ai tu proposé... juges Et que c'est avec ton... l'accord du c'est syndicat, ils m'ont proposé de donner ma démission. Et tout ça, d'après toi, suite à ton manifeste carré vert? Non, ça c'était autre chose. Disons le manifeste carré vert C'était a ouvert la porte. C'est ça, m'a ouvert la porte pour le petit coup de la prendre. le petit coup de pied au cul. Là, que j'ai, ouais, c'est ça. Là, aujourd'hui, tu vis bien ça? T'as Oui, pas tout à fait, tout à fait. pas d'amertume? Non, écoute, moi, évidemment, moi, parce que c'était le 23 mars 2018 où j'ai dû donner ma démission. Pour moi, je vivais un deuil. Parce que moi, ma profession, c'est d'être enseignant. Ça, j'y tenais mordicus. J'y ai passé 25 ans.
Je me suis réalisé comme homme, comme personne dans ce cadre-là. Et de mettre un terme à ça, ça a été vraiment là, une mort. Une mort. Un deuil véritable. Ah, oui, oui, oui. Et puis, t'as mis un certain temps à te refaire, à te reconstituer, à... Ouais. J'ai compris que c'était mieux ainsi. Moi, j'étais un peu comme au départ, comme Socrate. Là. Je reste à Athènes, je reste au cégep pour annoncer la bonne nouvelle. Mais ils ont quand même fini par te proposer la ciguë. Et, que j'ai ingurgité avec un certain plaisir. Ah, quand même. Quand même, quand même. Ouais, un prof dans l'âme. Hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Ça, là, pour moi, c'était un deuil. Là. Parce que moi, j'aimais les étudiants. Mais j'aimais est-ce les qu'il n'y avait jeunes. pas eu autre chose aussi qui a précipité ton départ? Est-ce que tu as envie d'en parler ou pas? Ou pas nécessaire? Non. Disons, tu étais déjà mis sur la voie d'évitement. C'est ça, c'est ça. Depuis 2012, là, j'étais la mire de mes collègues parce que j'étais à l'opposé radical de mes collègues. Bien sûr. De la majorité, nous étions 30, nous étions 30 Signataires des... oui, qui ont... 30 sur combien? Ben, sur 30. Non, mais je veux dire 30 sur combien de centaines de profs? Ah, ben ça, non, mais ça avait lieu à l'intérieur de mon cégep, de mon département. Nous étions 30 professeurs et les 30 professeurs ont dit non, Jean Laberge, on en veut. D'accord, tu n'as pas été soutenu par aucun Absolument. de tes collègues. Sauf par mon syndicat, D'accord. qui lui ne voyait aucun litige, aucun problème avec, bon, ça a été le fameux texte sur l'homophobie là, Ouais. qui m'avait valu les fautes de la direction. Un texte, somme toute, assez anecdotique, hein, quand même. Faut le dire. Il faut penser Puis que... deux, partagé sur les réseaux, hein, en toute... Ben, il en faut toute dire, innocence, je que le moment où j'ai publié ça, moi je ne savais pas, mais à ce moment-là, en fin janvier, avant le début des classes, en fin janvier, il y avait un congrès, appelons-le là comme ça, concernant le mouvement LGBTQ+, qui avait été accueilli par la direction. Et mon texte est paru à ce moment-là. Puis, un texte, quelques lignes, non, il me semble, c'était pas... C'était un texte, oui? Ouais, C'était... un OK, texte. d'accord. Ouais. J'essayais de comprendre cette aversion que j'avais contre l'homosexualité. D'accord. Je n'endossais pas. Aversion, c'est-tu le mot que tu avais utilisé? Il me semble c'était plutôt incompréhension, non? Peut-être c'est moi qui... Ben, la fameuse phrase hein, qui t'a incriminé, c'est ça, c'était que aversion. j'ai toujours détesté les homosexuels. Ah, mais c'est ça que tu as écrit? Oui. D'accord. Mais j'essaie de comprendre. C'est le travail d'un philosophe d'essayer de comprendre cela. C'est ce que je disais dans l'introduction. Ouais. Mais ça t'a valu, ça t'a valu beaucoup d'ennuis. la GN. Puis en fait, t'as perdu ton job. Ouais. Appel de Parti québécois. En partie. Oui. Bon. Le téléphone n'a pas eu la présence d'esprit de l'arrêter. Bon, écoutez. Parti québécois. Ben, c'est le vécu, hein, c'est l'actualité. Hein. Ouais. Mais là, de ça aussi, tu t'en es remis? Absolument. Oui. J'ai compris que je n'avais rien à faire là. Que je pouvais là, écrire à ma guise sans avoir cette autorité-là, cette épée Damoclès au-dessus de ma tête par la direction. Alors moi, j'ai du mal à comprendre parce que moi, je n'étais bien que dans une classe avec des étudiants. C'était là Ouais, puis les échos, parce que j'en ai rencontré quelques-uns des étudiants hein, au fil de ma longue pratique de libraire. Ouais, qu'est-ce qu'il disait? Plutôt du bien. Ben oui. Ouais, plutôt J'étais du le bien. meilleur côté, là, Et, par... comment ça s'appelle? je peux bien te confier, entre Read nous, my teacher.
Ouais, je peux bien te confier simplement entre nous, là, sans, Ouais. sans témoin. Quelques-uns m'ont rapporté des actions très positives que tu as faites en dehors de en dehors de ta salle de classe, dans le sens que certains pouvaient traverser des difficultés existentielles ou familiales et qui n'avaient pas hésité à se confier à toi et que ça les avait beaucoup aidés, que tu avais Ça. et certains de tes opposants, de tes adversaires même, ont pu prendre connaissance de certains bons mots que les étudiants ont eus à ton égard en étant étonnés, Mhm. en me disant c'est drôle que quelqu'un d'aussi controversé, parce que Mhm. quand même, Jean, tu l'es. Oui. Non, non, mais forcément, Ouais. regarde, si tu dis que tu détestes la tarte aux pommes, c'est sûr que tu es dans le trouble. Voilà. C'est bon. Il ne faut pas détester la tarte aux pommes. Bon, voilà. Alors, c'est sûr que bon, le lobby de la tarte aux pommes risque de sévir contre toi. Ouais. Mais donc, ces adversaires-là étaient. Certains d'entre eux, moi je l'ai entendu parce que ton cas a fait quand même du bruit dans notre petite république des lettres Banane. de bananes et de tomates et de toutes sortes de légumineuses et de fruits parfois un peu étonnants. En fait, ça a fait du bruit. Alors donc, c'est arrivé à quelques reprises qu'on me demande mon avis. OK. Et puis, ben, moi, je n'ai toujours eu que des bons mots à ton égard, même si je ne partage pas certaines de tes idées, va sans dire. Mais c'est pas vraiment important que je les partage pas. Bon. Ce qui m'importe, c'est que des gens qui ne pensent pas comme moi ne soient pas ostracisés. Mhm. Ça, c'est encore. Je ne veux pas vivre dans une société où on fait taire les gens par la menace, l'intimidation, le congédiement, le boycott. Moi, là-dessus, non. Mais moi, ils ne peuvent pas me congédier. Ah bon, c'est ça que j'apprécie de toi. Tu es maître Ben oui. chez toi. Et moi, j'étais là sous la gouverne d'un département. Et là, il y a quelque chose comme un présupposé commun. Hein, Oui, t'as. tu sais, auquel on ne doit pas aller au-delà. Hein. Bien sûr. Et ça fait qu'on a des rapports tout à fait superficiels entre collègues. On Ouais. peut pas entrer en relation avec un collègue. C'est d'abord et avant tout un professeur. Hein. Comme disait Jung, hein, c'est le persona. Oui, auquel mais on va ouais. en venir à Jung. Oui, mais ça, c'est souvent le fait de coterie, c'est le fait de gens qui sont habilités, qui sont obligés de travailler ensemble. C'est ça. La retenue, la superficialité pour Ouais. pas s'étriper est nécessaire à tout C'est le ça. monde. Et ça. Et- Et le et- syndicat oui. vient Et la recherche d'un bouc émissaire est également nécessaire pour assurer la cohésion du groupe, exactement, qui exactement. peut parfois venir à manquer. Alors c'est important que tout à coup, il y en a un qui est pointé du doigt, Ouais. surtout s'il y a le mauvais goût d'aller dans le sens contraire Tout à fait, tout à fait. de l'opinion Ouais, publique tout à ou fait. de ses collègues. C'est sûr, tu deviens, tu fédères autour de ta personne un groupe qui, sans ennemi, peut s'avérer mou, sans consistance. C'est Non, non, c'est la cohésion du groupe départemental. C'est trouver un paria qui va venir, un bouc émissaire, comme tu dis si bien, qui va venir solidifier, qui va venir raffermir bien sûr. Puis ce groupe. c'est Et là, les- c'est très social. Ouais. C'est très impersonnel. Tu sais. bien sûr. Ah, tu peux jamais entrer en relation avec ces gens-là. Ouais, mais tu sais que c'est comme ça aussi dans le milieu universitaire. Ah ouais. Je veux dire, Absolument. les profs d'université, ils se faufilent dans les couloirs, ils se font des babayes, ils rentrent dans leur bureau, ils donnent leurs cours, puis c'est des guerres larvées, là. Ah ouais. Des guerres Ah, d'ego c'est terrible, c'est qui terrible. peuvent durer 20, 25 ans, C'est 30 terrible. ans, puis qui peuvent se... Ah, ben ça. Mais en même temps, c'est la passion humaine, genre.
On est des êtres de chair, de chair. J'ai fait une contraction de chair et de sang. On est des êtres de chair et de sang, On est chair. animés de passion. Oui, oui, tout à fait. Mais, La pensée ne chape pas ça, là. C'est toujours des masques. C'est toujours la... On ne vit dans ces groupes-là, dans cette légion-là, nous sommes que des masques, des personnages. Oui, mais ça, c'est le jeu social aussi, non? C'est difficile, ça. c'est ça. difficile de... Et là, c'est là, d'y échapper, la compréhension que j'ai eue du bonheur d'avoir quitté ce milieu-là qui est... et sans vouloir faire en tout cas, sans faire de clin d'œil à Socrate, mais c'est la même chose qui s'est passé pour lui. Tu peux jeter un petit coup d'œil sur la caméra, tu vois, tu peux t'admirer, on nous voit là, tous les deux. Ouais. Puis en fait, je t'inviterais surtout à regarder la caméra. ouais, à te regarder toi, parce que là, en te regardant toi, tu regardes les autres aussi. Ah, ok. C'est un curieux phénomène d'altérité par la Ouais, caméra. ouais. OK. Bon, ben, c'est Parce que là, on va arriver à un sujet autrement sérieux, ton propre livre. Ben oui. Voilà. Donc, le recycleur. Oui. Moi, je vais résumer, tu me diras si j'ai bien lu. Hein? C'est une tâche périlleuse. D'accord. C'est un robot Oui. qui, tout à coup, est doté de la conscience. Oui. Et sa conscience, il l'alimente avec des lectures. Ah, tiens. Ouais, il l'alimente avec des lectures, avec la Métrie, avec Saint-Exupéry. Il l'alimente et... C'est joli. Oui, Roberto. Oui, Roberto Asciagioli. Et il fait la rencontre d'un terrien, parce que bon, ce robot-là a été fabriqué par une entité extraterrestre, hein, je pense, là, ou venant d'une autre planète. J'ai mal compris. Je pense que je vais te laisser en parler toi-même. Vas-y, vas-y. Là, vraiment, je te disais que tantôt, c'était périlleux, cette histoire-là, parce qu'elle a tellement de ramifications. Puis avant, ce que je peux Oui. dire, c'est une sorte de fable Oui. métaphysique. Oui. Bon, voilà. C'est une Bravo, fable. bravo. C'est une fable métaphysique Oui. où la question de la mort, qui est éludée dans nos sociétés, est mise en avant-plan. Bruno, je t'aime. C'est ça. Hein? C'est ça l'histoire. Absolument, absolument. D'accord. Mais comment t'es venu l'idée de... C'est la pandémie, hein? Peut-être qui t'a donné... Non? Non. Moi, il y a un an pour jour pour jour, j'écoutais, je venais de terminer une journée assez ardue à faire de la peinture sur ma voisine. Et j'arrive... Pardon? Sur ta voisine. Non, chez ma voisine. J'ai dit sur? Oui. Oh, Mais bon, quel lapsus! Quel lapsus! Ça dépend quelle sorte de peinture tu fais. Tu fais de la peinture à numéro, par Mais c'est exemple. de la peinture abstraite. C'est de la peinture abstraite. Puis, donc, c'est ça, tu sais. Et là, en soirée, T'étais au bout du rouleau. ouais, c'est ça, c'est le cas de le dire. J'étais au bout du rouleau. Puis, j'étais en panne, dans ma panne. Et il passe à Télé-Québec le film Terminator. OK. Caméra. Le deuxième Terminator de James Cameron. Le gars qui a fait Titanic, là. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Génial, génial. OK. Et je me suis dit, il doit avoir mérité un Oscar pour le nombre de balles tirées. Parce que c'est inouï. Hein? Terminator, il y a une espèce de mitraillette qui... Ouais. hein, ça tue. Bon. J'étais fasciné par ça. Et en fait, je découvrais le mythe. On m'exposait le mythe de la machine. La machine qui tue. Et ça, là, ça me rejoint. Parce que moi, je suis un anti-moderne. Hein? D'accord. Un anti-machine. L'être humain ne se réduit pas à une machine. Mais depuis le siècle des Lumières, nous nous concevons
comme une machine. Et là, je me suis dit, il faut que j'écrive là-dessus. D'accord, d'accord. OK? Et finalement, une des balles du Terminator a atteint ta conscience. Ben, en tout cas, A réveillé quelque chose ben, en c'est toi. peut-être le nombre incalculable de balles qui a été tiré. Je dis, je suis atteint. C'est sûr que je suis... OK, tu as eu une sorte de... De révélation! D'accord, d'accord. Tu sais, en soirée, là, je me disais, ben, il faut que j'écrive là-dessus, ça n'a pas d'allure. C'est fabuleux, ce film-là. Il nous parle de l'homme-machine qui est, et là, je vais utiliser l'expression de Jung, l'archétype de l'homme moderne, c'est la machine qui est en train de remplacer l'homme qui est doué d'âme. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, c'était là, je pouvais pas résister. C'était une question de vie ou de mort. Hein? Et donc, je me suis mis à rédiger ça par la suite. Et puis, en même temps, il y avait une de mes amies, de nos amies, Brigitte Plouffe, qui nous quittait par l'aide médicale à mourir. D'accord. OK? Et cette femme-là, elle était, en tout cas, moi, je la voyais comme une femme vraiment forte, puissante, pleine de puissance de vie. Et je me suis mis à ce moment-là à écouter, à réécouter, en fait, devrais-je dire, l'opéra de Beethoven, Fidelio. Oui, qui apparaît dans ton récit. C'est la trame de fond, d'une certaine manière. Hein, la trame musicale, même. Oui, c'est ça. Ouais. Et qui va faire en sorte que Terminator, en écoutant cet opéra-là, va être révélé à lui-même. Ouais, il va s'humaniser d'une certaine manière. Ben, c'est-à-dire qu'il va accéder, comme je le dis dans mon livre, dans mon roman, à son soi. Hein, parce qu'il faut distinguer, selon Jung, le moi du soi, ou le moi de l'être. Hein. Alors, l'opéra de Beethoven a permis à Rod, Terminator, ou Jerome Rod, d'accéder enfin à son soi. Et c'est là qu'il comprend qu'il est unique, qu'il est au-delà de tout. Hein? Et c'est ce qui l'amène là, à comprendre qu'il n'est pas une machine, qu'il est supérieur à la machine. L'accès au soi, c'est en fait l'accès à une expérience spirituelle qui est celle de ce qui est plus grand que nous, que le moi, le petit moi qui, lui, ne vit que pour la survivre. Alors le soi, lui, il est dans la paix, il est dans la sagesse. Et il n'y a pas de compréhension de la religion, entre autres chrétienne, que lorsqu'on a accès à ce soi-là. C'est ça qui le détermine. Et celle qui le reçoit à l'hôpital, Sarah Connor, Oui, qui est la sœur sœur de John Oui. Connor dans le film. Ils sont jumeaux. Hein. Ils sont en fait des triplets. Hein. Sarah, John et Max. Maximilian. Max Moore. Hein. Celui qui va manipuler, magnétiser John et Rod. Ce qu'on va découvrir dans la deuxième partie du roman. Que cette conscience de soi comme machine, hein, ça vient de Max, qui lui est un transhumaniste, un matérialiste, qui croit dur comme fer
que nous sommes véritablement des machines. Hein? Et lui, il va être, comme je le raconte dans la deuxième partie, lui, il va être parmi les triplets du couple des parents. Il va être jeté, rejeté aux déchets, aux poubelles. Et c'est cette blessure fondamentale de Maximilian, Max Moore, alias Joker. Joker. Ouais, Joker. Ouais. Excuse, je veux pas te... Oui, non. Joker. Oui. C'est comme ça, non? Avec Joe et cœur. Oui, c'est ça. Et donc, il va chercher vengeance. Et il va s'en prendre donc à son frère et à sa sœur, Sarah, John et Sarah, hein, et aussi à Rod Terminator, ou Jérôme Rod de son vrai nom. Hein. Parce que Jérôme Rod, le mot le dit, Rod, a un pénis surdimensionné. Ouais, Et lui, le pauvre, Max Moore, a été chantré. Et en plus, et en plus, ici, l'assistance est médusée par cette déclaration intempestive de gens qui évoquent un membre... Je m'excuse pour les propos scabreux, mais ça me doit être le... Ça existe, hein? Ah oui? Ben oui. Ah, je savais pas. Ben, peut-être que tes connaissances en cette matière laissent à Comme tu nous désirer. as expliqué tout à l'heure. Non, mais voyez-vous, j'ai fait un jeu entre barres de fer. Oui, on a compris. OK? Oui. OK? Alors, bon. On comprend. Et je tiens à dire que... On a déjà connu ça. Oui, et je tiens... Bon, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce roman? C'est de la bouillabaisse, ça ne tient pas debout. Eh bien, il s'agit d'un rêve. Ni plus ni moins qu'un rêve. Je raconte un rêve. Et vous savez comme moi que dans les rêves, il y a des invraisemblances. Mais des invraisemblances signifiantes. Hein, quand on se réveille la nuit, puis, mon Dieu, à quoi j'ai rêvé? Oui. Puis là, d'un coup, on commence à comprendre le sens, ou on cherche le sens par la suite de ce rêve-là. Hein? Alors, c'est ça mon roman. C'est un rêve où je cherche à donner sens à ce rêve-là, à ces insignifiances-là. Bien sûr. Donc, en fait, Jérôme Rod Terminator, il vit c'est une névrose. Il se croit être une machine. Et progressivement, petit à petit, il va découvrir que c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il n'est pas une machine et que tout ça est causé par la volonté de puissance de Max Moore qui veut se venger de ses deux frères et sœurs et de de Rod, puisqu'il possède, lui, une Rod. Hein? Hein? Ouais, voilà. Alors, c'est à peu près ça, l'histoire. Mais comment tu souhaiterais que ton lectorat reçoive ton récit? Mon souhait, ben, ça, c'est une chose. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas. Mais c'est sûr que je pense que la clé, c'est qu'il faut considérer ce roman-là comme le rêve éveillé d'une certaine manière. Un rêve éveillé. On essaie d'être
décrypter le sens qu'il recèle. Comme chacun de nous faisons l'expérience de certains rêves, quand on se réveille, qu'est-ce il y a quelque chose là, il y a quelque chose là, mais j'arrive pas. Alors, Ah, c'est bien ça. sûr, bien sûr. C'est ça. Alors, on est en fait dans un... Moi, je me situe dans un cadre jungien. Hein. Là, Sarah Connor, l'un des personnages principaux avec Jerome Rod, elle est infirmière à l'hôpital Lacroix. Elle est psychanalyste de formation et elle connaît, d'une certaine manière, les clés de la psychanalyse jungienne. Alors, c'est un peu ça qui est révélé dans ce roman-là. Mais c'est d'abord et avant tout cette idée-là que chacun d'entre nous, nous avons un moi, un petit moi, qui est appelé à être plus grand que ce qu'il est. C'est-à-dire ce que Jung appelle le soi, l'être. Et toute notre vie, et tous nos rêves d'ailleurs, surtout les rêves signifiants, sont des appels. Des appels à devenir ce soi-là. C'est un roman de métamorphose, finalement. Oui, tout à fait. Tout à Et fait. toi-même, as-tu été métamorphosé après l'avoir écrit? As-tu senti des effets physiologiques sur ta personne? Ben, écoute, moi, ça fait quand même, depuis ma retraite, même avant ça. Tu vas bien. Oui, c'est ça. Et je dois dire que avant ma retraite, en 2014, si je ne m'abuse, je souhaitais devenir diacre de l'Église. OK? Alors, il y avait une formation requise pour devenir diacre. Et il y avait des cours d'accompagnement spirituel. Ma femme, Ruth, est accompagnatrice spirituelle. Elle a suivi l'entièreté de la démarche. Moi, au bout de 3 ans, j'en pouvais plus. Je n'étais plus capable. Hein. Mais elle est allée jusqu'au bout. Mais ça m'a été très bénéfique. Parce que déjà, moi, en 2008, à partir de 2007-2008, j'ai eu des dépressions assez régulières. Et d'abord, j'ai commencé par rencontrer un psychologue, un thérapeute. Et ce que m'a apporté le Centre Le Pèlerin, c'est ajouter une dimension spirituelle à cette démarche psychologique thérapeutique. Alors moi, j'étais déjà comme préparé à ça. C'est pas... alors, pour moi, Jung, qui est venu par la suite parfaire tout ça, c'est pas arrivé là, comme un cheveu sur la soupe. Là. Alors voilà. Puis, donc, il s'agit d'une quête spirituelle, fondamentalement, et qui se situe au cœur, je pense, de notre modernité actuelle, c'est-à-dire le triomphe du transhumanisme. Il y a beaucoup de questions du mouvement wokiste dans le roman, parce qu'il se présente comme étant, c'est un homme. Et aujourd'hui, les hommes en sont tassés. Et lui, il essaie d'aider. C'est un homme de service, fondamentalement, Jerome Rod. Et il propose même un concert blues à l'hôpital. On lui refuse ce concert-là parce que c'est un blanc qui veut jouer de la musique noire. Ah, bien sûr. Nègre blanc du baobab. Ouais, Elvis ne pourrait pas naître dans ces conditions. Elvis qui a grandi au milieu des Noirs, qui a adopté
Même qui a chose. adopté leur culture et que les Noirs ont reconnu comme un des leurs. C'est Ouais. pour ça aussi Même chose qu'Elvis pour les Rolling Stones. est si important, c'est que c'est le premier blanc-noir. Ouais. Là, il y a eu succès. Là, il y a eu Ben là, renommée. on permettait ces mutations, si on veut. On permettait ces hybridations culturelles. On acceptait l'idée Ouais. que quelqu'un puisse être suffisamment amoureux d'une autre culture pour la faire sienne. Mhm. Et même apporter sa contribution à la culture universelle. Mhm. Ah, c'est plus cool. Et aujourd'hui, ben, on est confiné, malheureusement, dans nos identités. Et dans nos identités culturelles, quand elles ne sont pas vilipendées, si on n'appartient pas au bon gros brassiac, Exactement. qu'on dit dominant. Mais bon, ça, c'est comme une autre histoire. Écoute, Jean, Oui, je te remercie. ben, c'est moi qui te remercie, mon cher Bruno. Écoute, puis ben, je nous remercie, assistance. Alors, Nombreuse. Bravo. Mhm. Alors, le livre est disponible à la librairie, on peut le dire quand Oui, même. oui, hein? oui, oui. Le livre est disponible à la librairie. Je vous le remonte. De toute façon, quand je vais partager la vidéo, je vais utiliser ton livre comme caméo, Image. image d'ouverture de la vidéo. Excellent. Alors, Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie, Jean. Merci beaucoup pour ton ouverture. Puis surtout, ton grand cœur. Ah, ben ça. Ça, là. Ah, non, mais c'est rare, ça. C'est rare. Hein? Et moi, c'est pour ça que je tiens à ce que cette rencontre se fasse. Parce que je sens que chez toi, il y a quelque chose de supérieur. Tu as un soi. Ah, ça. Pas S-O-I-E, là, Non. mais ben, un soi qui ben, il m'arrive d'être une petite soie en certaines circonstances, mais j'ai. Non, mais juste l'histoire, je ne vais pas trop en parler, parce que, mais tu sais, ton histoire avec la mort de ta mère, tu sais, ça témoigne de ce souci, hein, d'être quelque chose de plus grand que le moi. Parce que l'histoire de ta mère, c'est terrible, là. Ben oui, c'était. C'est ce que j'ai appelé, moi, un catch-22. Ah ben, Hein? il n'y avait pas d'option. Fuir la mort par la mort. Oui, c'est exactement ça. C'est Mais terrible. ma mère avait un caractère terriblement volontaire et elle obéissait aussi à ses envies. Et des fois, quand ça peut te conduire assez loin, Ouais. et parfois ça peut donner des résultats positifs, mais sur ce coup-là, ça n'a pas été le cas. Alors, Ben, je pense que c'est tout ça que tu as à gérer, à comprendre, à examiner. oui, mais comme je l'ai dit, je et pense comme que- tu l'as entendu, je Ouais. ne souhaite pas l'examiner très longtemps, cependant. Dans le sens que... Ça, c'est toi qui le dis. C'est une affirmation qui sera peut-être à reconsidérer, va sans dire. Mais je ne souhaite pas... Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai libéré ma parole, et puis j'ai dit la vérité dont j'ai été témoin, mais je ne souhaite pas entrer en polémique avec... Non. avec Tu n'es pas un polémiste. je pourrais l'être, Non. mais je pourrais l'être. Je pourrais l'être. Oui, tu Mais- as les capacités, mais ton grand cœur, ton grand soi est supérieur à tout ça. C'est au-delà de tout ça. Bon, ben merci Jean, mais le livre de Jean d'abord. Allez, merci. Merci, Bruno. Merci. À demain. À demain.